معنا. الو سي طارق. الو سي روسي. Allô, oui, c'est Driss. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. بونجور سي طارق كتسمعنا. الو. Là, je crois que son micro n'est pas opérationnel. راه خدام اوبيراسيونيل راه جبان لي انا. Ça, comment dirais-je pas, hein. عاود فيريفي سي روسي عافاك. اعطيه الامان ديال الميكرو والكاميرا. الميكرو والكاميرا. عنده كل شيء عنده. الو دكتور سعيد. يكون c'est un problème, يقدر يكون شي حاجة un problème, un souci sur son PC peut-être. Est-ce qu'il nous entend? C'est ça la deuxième question. غنعيط له tout de suite. Et il vaut mieux, oui. Allô? الو الدكتور. Oui, salam alaikum. عليكم Oui, السلام salam ورحمة alaikum, الله. oui, bonjour. فوالا. Oui, bonjour. Docteur, c'est bon, tout va bien? Alhamdulillah. Donc, je ne sais pas Donc, si je commencerai quand, bien sûr, vous me donnez la main après la présentation, je pense, d'ouverture, comme ce que vous faites habituellement. Exactement. Et bien sûr, docteur. Actuellement, on est à une dizaine de personnes sur 14 plutôt, 14 sur Zoom, d'accord, et on est à peu près à 25 sur Facebook. On va attendre à 2-3 autres minutes pour lancer le démarrage de la session, Inch'Allah. Oui, si en attendant, vous pouvez nous parler un peu de ces webinaires qu'organise le Club des dirigeants et sur lesquels vous êtes corps et âme engagés en tant qu'équipe et en tant que club. Effectivement, c'est depuis le confinement, le club s'est donné pour mission d'organiser un certain nombre de séminaires. Et ceci a été possible grâce à la générosité et la disponibilité de consultants, d'experts de divers secteurs qui nous ont accompagnés durant toute cette période-là. Les différents ateliers que nous avons menés, ça touche l'humain, ça touche le chef d'entreprise dans son humanité, dans sa capacité, compétence de gestion de son business. Donc, on a organisé des sessions sur le coaching, sur le consulting, sur l'amélioration de langue, business English speaking. Et bien entendu, on avait aussi animé un certain nombre de sessions sur tout ce qui est finance, tout ce qui est fiscalité particulièrement, avec s'échauffer, sans oublier bien entendu toute une panoplie de modules de formation, d'ateliers. Ce ne sont pas des formations en fait, ce sont des sessions d'introduction, de sensibilisation. C'est une occasion pour donner un avant-goût à nos chers dirigeants pour découvrir les tendances, qu'est-ce qui se fait dans un secteur ou un autre. Et encore une fois, je tiens à remercier tous les participants, les intervenants qui nous accompagnent, qui nous ont accompagnés. J'ai oublié aussi de préciser que nous avons aussi organisé des sessions sur le secteur digital.
avec des sessions de transformation digitale particulièrement. Avec la dernière fois, la dernière semaine, c'était sur Big Data. Et là, non, c'était transformation digitale plutôt. Cette semaine-là, on aura une session sur le Big Data et Analytics. Et le jeudi, nous aurons une session sur le blockchain. Le blockchain, aujourd'hui, c'est… De toute façon, on en parle beaucoup, mais on ne maîtrise peut-être pas très bien la technologie, on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants de cette nouvelle tendance. Et on a pris la décision de faire quelques sessions dans ce sens-là. Probablement, j'ai oublié tout ce qu'on a fait. Donc, j'invite tous les participants à nous rejoindre sur le site du club des dirigeants, ainsi que sur les médias sociaux, sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Voilà un petit résumé de ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire. Je vais jeter un coup d'œil pour voir un petit peu combien. Voilà, donc on est à 14 sur Zoom. Ouais, on est à 26. Écoutez, moi, ce que je vous propose, il est 10h, il est 16h10 et peut-être je vais vous demander proposer qu'on démarre un petit peu notre session par respect aux personnes qui ont été à l'heure pour se connecter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, de toute façon, je tiens à remercier encore une fois Dr Saïd pour son temps précieux, pour avoir voulu participer avec nous et présenter ce thème d'intégration du risque Covid dans l'ISO 45001. Je tiens aussi à remercier les participants pour être présents avec nous. D'habitude, ce qu'on fait une petite présentation. L'intervenant, aujourd'hui, le docteur Taler, qui va faire la présentation pendant, je ne sais pas, peut-être 45 minutes, 1 heure. Et on va ouvrir les sessions pour les questions-réponses, pour les commentaires, comme vous l'entendez. Voilà, sans trop tarder, je donne la main à docteur Taler pour la session. Je vais annuler le partage que j'ai fait. Docteur Taler, à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci à tout le staff du club des dirigeants pour leur engagement en cette période où les entreprises et également le citoyen ont grandement besoin de soutien et d'être dans des conditions qui leur permettent de ne pas trop perdre de leurs habitudes, notamment ceux qui sont habitués à participer à des conférences et donc pouvoir échanger sur des thématiques qui les concernent. En guise de contribution, cette participation, elle est à cheval entre le volet managériel et le volet proprement dit de la pandémie ou de l'épidémie proprement dite. C'est-à-dire qu'on va parler un peu de l'épidémie et on va voir un peu comment on peut, dans un système de management, on peut intégrer cette approche ou cette prise en charge de cette épidémie au niveau des organisations qui ont opté pour la mise en place d'un système de management et notamment celles qui ont opté pour la 45001 comme référentiel. Alors, pour commencer, je vais partager donc avec vous mon écran. J'espère qu'il y est déjà donc en termes d'affichage. Allô? Je confirme, oui. Il est visible, oui, il est visible. Voilà. Donc là, ce début pour justement attendre qu'on soit ou que d'autres personnes nous rejoignent et pour ceux qui sont déjà présents, je parle d'abord un peu du contexte parce que justement la norme dans sa mise en œuvre, elle stipule que tout ce qu'on doit avoir comme commencement, c'est déjà identifier le contexte dans lequel on travaille, dans lequel on fait l'approche managériale des risques. Et dans ce cas-là, ce volet-là, il nous interpelle à ce qu'on parle
rapidement, pas sur le plan médical détaillé, mais que les gens comprennent que nous sommes face donc aujourd'hui à un micro-organisme, lequel micro-organisme, il est très simple ou très petit de structure, mais malheureusement sur le plan fonctionnel, il peut justement engendrer les drames les plus, je dirais, impensables à ce jour-là. Et c'est une structure qui est microbienne, mais qui n'est pas une bactérie, qui n'est pas un parasite, donc elle a sa propre structure sur le plan microscopique. Elle se distingue par trois grands éléments qui la composent. Il y a ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire ce porteur de messages donc, qui va conditionner la vie de tous les êtres vivants, qu'on appelle l'ADN ou l'ARN, par rapport à la nature de sa structure. Et il y a également une structure qui va englober ce génome qu'on appelle la capsule. Et bien sûr, il y a celles qui ont une enveloppe et ceux qui n'ont pas d'enveloppe. Et c'est ça un peu la structure qu'on peut identifier en termes de ce virus. Là, ce que vous voyez, donc, c'est une cellule dans le cas humain qui est un peu structurée d'une manière, et on voit un petit peu les formes verdâtres foncées. Ce sont là les virus qui vont s'approcher de la cellule, et de cette manière, il va se fixer, c'est totalement à gauche et en bas. Donc il y a la fixation, puis il rentre, et une fois arrivé au niveau de ce qu'on appelle le cytoplasme, le liquide de la cellule, eh bien, il va libérer ce matériel génétique qui va rentrer à l'intérieur de ce qu'on appelle, nous, le noyau de la cellule. Ça veut dire que c'est ce noyau qui va reproduire en tout cas tout ce que la cellule devrait faire en partant de ce matériel génétique. Et c'est là où il y a libération donc, de plusieurs copies, lesquelles copies ils vont se restructurer et puis encore ils vont être libérés sous forme de nouveaux virus, et ce qui permet à ce virus de se multiplier au détriment de la cellule, notamment la cellule humaine. Le virus, il appartient donc à beaucoup de familles, où il existe beaucoup de familles de virus. Il y a d'abord, on a bien dit tout à l'heure, il y a les virus avec cette branche ADN et ceux qui sont avec ARN. Et bien sûr, il y a ceux qui sont un peu nus parce qu'on a dit qu'il y a une enveloppe qu'il peut porter, qu'il ne peut pas porter. Et les virus, ils sont un peu où ils ont un certain, ce qu'on appelle des voies d'entrée pour le corps humain, qu'on a mis là en bas. Donc, il y a le type digestif, respiratoire. Et là, totalement, donc, à droite et sur ce côté que je suis en train un peu de toucher au milieu, ben, il y en a le coronaviridé. Donc, c'est ce qu'on appelle les coronavirus, et qui sont d'ordre respiratoire. Et donc, ils rentrent dans le corps de cette manière. Toujours en termes d'introduction, le virus, comment il se transmet, c'est lorsqu'on a justement l'émission de ce qu'on appelle les postillons. Ces postillons, ben, ils seront bien sûr respirés ou ils vont rentrer par le système respiratoire de la personne en face. Bon, les études diffèrent en termes de la distance. Aujourd'hui, on parle d'une distance de 1 mètre, mais sciemment, j'ai gardé les 2 mètres en moyenne. Puis on dit même il y a de 4 mètres. Ça veut dire que plus on prend des précautions, mieux ça vaut que d'être un peu fixé sur une distance qui, ma foi, n'est pas facilement estimée, parce que ça dépend également de l'environnement où on se trouve. Si on est dans un milieu où il y a des courants d'air, ou s'il y a justement la possibilité que ces postillons soient projetés le plus loin possible. Donc, on comprend parfaitement que ce n'est pas question uniquement d'une donnée statique ou d'une donnée de laboratoire. Ces postillons ou ces gouttelettes, ils peuvent se fixer donc sur des choses interposées et qui vont par la suite être transportées vers l'homme par la manipulation lorsqu'il touche à ces objets, et donc il peut ramener ces objets à travers ou ces postillons qui ont pas encore séché, où le virus est encore en mesure de se multiplier, et donc ils vont rentrer au niveau du corps. Alors, le virus, il a ce qu'on appelle une période d'incubation. Ça veut dire que c'est une période où laquelle il va d'abord se multiplier pour qu'il puisse par la suite attaquer le corps vers lequel il est rentré. Cette période, elle diffère en fonction des virus qu'on a vus. Donc là, on voit bien sûr qu'on parle de l'Ebola,
de MERS-CoV, c'est la première forme qui est apparue au niveau du Moyen-Orient. Et cette deuxième forme qui apparaît aujourd'hui, eh ben, il estime que la période d'incubation pour qu'il se multiplie par la suite, elle dure un certain nombre de jours. Aujourd'hui, donc, le Covid, c'est la période qui est fixée par l'OMS, elle est à 14 jours, mais dans certaines études, ils ont même préconisé que ça peut persister jusqu'à 24 jours. Donc, les signes qui peuvent apparaître ou le cycle de la maladie, on voit bien que dans toute maladie, il y a toujours une période où il n'y a pas de signes. Donc, on ne peut pas voir que qui est malade et celui qui ne l'est pas, même si on est contaminé, et ça dure pratiquement quelque chose de l'ordre de 5 jours à 7 jours. Et il y a l'apparition des symptômes, sachant qu'il y a des gens qui peuvent ne pas développer de symptômes. Alors, lorsqu'on développe des symptômes, ils peuvent être simples, comme ils peuvent aller vers un état un peu avancé. Et puis, par la suite, ça dépend de l'évolution. Il y a des personnes qui toujours donc peuvent passer le cap malgré les symptômes qu'ils ont présentés. Il y a ceux qui sont hospitalisés, ils s'en sortent à partir de cette phase-là. Par contre, ceux qui ont plus de problèmes respiratoires, eh bien, ils peuvent aller jusqu'en réanimation, voire même le décès. Et c'est les formes compliquées. Et malheureusement, ce qu'on craint le plus par rapport aux personnes contaminées. Les symptômes de ce virus, ils sont variables, ils touchent pratiquement les virus, les organes du corps, mais surtout ce qui est aujourd'hui les plus admis, c'est la fièvre, le malaise, la difficulté respiratoire notamment, et surtout que ça touche le poumon, mais ça peut aller vers l'atteinte d'autres organes. On peut avoir ce qu'on appelle le cortège habituel d'un syndrome grippal ou d'une grippe, et que les personnes, donc, lorsqu'elles sont suspectées d'une grippe, aujourd'hui, vous savez très bien que le ministère de la Santé a structuré les choses de sorte à ce qu'il y ait un centre d'appel. Lequel centre d'appel? Il fait donc ce triage, il fait donc cet échange avec les personnes, et grâce à certains grilles qu'ils ont mis en place qu'on appelle les signes qui nous permettent d'identifier bien sûr le COVID-19 et qui sont mis à jour régulièrement. Donc, on permet d'avoir un peu les personnes suspectes pour qu'elles soient prises en charge. Donc là, les mesures de prévention qui sont prévues, mais je ne vais pas détailler ces éléments-là, c'est grâce bien sûr aux personnes Forest que j'ai pu me procurer ces slides, mais on les laisse par la suite aux personnes qui les souhaitent. Donc, il y a la partie relative à la désinfection et il faut savoir qu'il y a des règles pour la désinfection des mains donc, et pour le lavage pour qu'on puisse toucher l'ensemble des parties de la main et qui peuvent être des fois difficilement accessibles si on ne fait pas des gestes bien structurés. Donc, ces gestes, ils sont décrits pratiquement par toutes les personnes qui s'occupent aujourd'hui de ces mesures de prévention. Également, on préconise aux gens, s'il s'agit de tousser, si on n'a pas bien sûr un mouchoir, on peut se servir de son coude. Par contre, le mouchoir nous permet donc de se débarrasser, mais il faut se laver bien sûr les mains après. Il y a des éléments qui sont où la distanciation sociale comme mesure d'abord individuelle, notamment l'écartement entre les personnes et éliminer un petit peu la promiscuité des gens. Et bien sûr, toujours essayer d'éviter les habitudes comme les salutations habituelles qu'on avait où il y a des attouchements des organes, notamment les mains, des personnes qui se saluent. Il faut essayer toujours de ne pas toucher la bouche, le nez et les yeux parce que ça constitue une porte d'entrée et qui va permettre au virus donc de rentrer dans le corps. Bien sûr que sur le plan individuel, on ne préconise pas uniquement que les mesures d'hygiène, mais on demande aux personnes de maintenir un certain rythme de vie, une certaine dynamique pour qu'ils soient déjà avec de meilleures conditions de santé qui leur permettent d'affronter le virus si jamais donc ils sont touchés. Et le port de gants, c'est uniquement pour les situations où on craint qu'on peut avoir une possibilité de toucher, mais il est préconisé que les gants ne soient utilisés que par du personnel médical ou des personnes qui sont formées pour faire cette activité parce que le gant en lui-même, il peut maintenir le microbe et dans le cas spécifiquement, il peut donc
être lui-même une source de transmission. Donc, c'est une chose à prendre avec précaution. Quant au masque de protection, c'est la protection individuelle. Donc, c'est une protection qui est préconisée pour l'ensemble des personnes qui peuvent bien sûr être soit dans le domaine des soins, soit des personnes qui veulent se prémunir et se protéger contre le virus. Là aussi, il y a des règles par rapport à l'usage des masques et surtout parmi ces règles, il y a la nécessité à ce qu'on ne touche pas la partie externe du masque lorsqu'on l'enlève pour qu'on ne puisse pas toucher le corps. Mais là, j'insiste sur un point que parfois on ne soulève pas. Ceci dit, ce n'est pas que la partie externe du masque qui est touchée. Parce que des fois, même nos habits, lorsque quelqu'un il touche à nos côtés, donc on doit se considérer comme étant nous sommes tous dans le corps tout entier qui est soumis ou qui peut être souillé. Donc, c'est une différence à faire. Mais seulement pourquoi on parle uniquement de la partie externe du masque, c'est qu'on considère que l'autre partie, les gens, ils vont se laver, bien sûr, et ils vont prendre les mesures et les précautions nécessaires. Et c'est la partie qu'on manipule le plus. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on évite à ce qu'on fasse ces gestes, notamment lorsqu'on enlève le masque, puis on essaie de le remettre. Et lors de la manipulation, on peut faire passer un peu ces éléments-là. Donc ça, c'était un peu l'élément de base sur lequel je voulais revenir, qui est la partie relative donc, au contexte qui est cette infection. Mais l'autre sujet, c'est l'implication ou l'introduction de la prise en charge du Covid au sein d'un système de management ISO 45001. Je rappelle que ce système, en termes de structure, il est bâti sur une certaine logique que reprend pratiquement la majorité des normes certifiables aujourd'hui, à savoir qu'on vous demande à ce que vous identifiez d'abord le contexte dans lequel ou l'organisation dans laquelle vous allez justement implémenter le système et lorsqu'elle existe déjà et on veut introduire donc les dispositions relatives au Covid, ben déjà le travail commence à ce niveau-là, c'est qu'on reprend ce qu'on a fait comme travail au préalable pour qu'on puisse intégrer les différents éléments qui touchent le Covid dans ces définitions-là. Et donc, si je parle du contexte, avant, on parlait du contexte de l'environnement de l'entreprise par rapport aux différents risques auxquels les salariés sont exposés selon son activité, selon ses relations avec ses clients ou avec ses fournisseurs et selon les moyens dont elle dispose. Et ben aujourd'hui, cette entreprise, elle doit intégrer qu'elle se trouve également dans un contexte de pandémie et donc où il y a une épidémie qui peut à tout moment, bien sûr, franchir les portes de la structure et mettre en contact les salariés avec, bien sûr, des personnes porteuses du Covid et sans oublier que les salariés eux-mêmes, ils peuvent être porteurs parce qu'on a bien dit qu'il y a une période de latence, une période où les signes n'apparaissent pas et donc il se peut que même en interne, il y ait des gens qui sont touchés. C'est pour cela qu'on considère que le contexte, il est un contexte interne et également externe. Les enjeux qu'on peut mettre en place. Donc là, on intègre l'ensemble des enjeux, les moyens dont on dispose, le système dont on dispose, la maturité de ce système et surtout les différentes évaluations qui sont faites pour le système parce que, et je reviendrai par la suite, parce que nous sommes face à un risque qu'on va voir par la suite qui est directement considéré comme un risque inacceptable et il est au sommet, je dirais, un peu de la pyramide de la classification ou de la grille de la classification des risques. Ça veut dire qu'il se trouve avec la valeur la plus élevée possible. Et dans ce cas-là, il faut que toutes les mesures qui sont mises en place soient prises dans un sens à ce que ce soit correctement appliqué, à ce que ce soit correctement surveillé et à ce que ce soit efficace. Ça veut dire qu'on n'est pas uniquement dans une logique de conformité, c'est-à-dire on ne cherche pas à ce qu'on dise oui, on a mis ça, on a pris les dispositions, mais là, il y a la notion de l'efficacité qui s'impose. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que toutes les choses qui sont mises en place, eh ben, elles répondent aux besoins attendus.
Il y a le périmètre d'application des systèmes, là aussi on peut le voir. Ça veut dire que toutes les zones où il y a la possibilité à ce qu'on ait un contact avec, bien sûr, des porteurs soient pris en considération, donc et intégrés dans le périmètre, ne serait-ce qu'un contact, je dirais, un peu limité dans le temps, limité même dans le nombre de jours, mais qui peut mettre en contact la personne avec les autres. Et la logique du système, comme vous le connaissez, c'est une logique qui est basée sur la dimension du management, qui met bien sûr le leadership de la structure, de l'organisation, donc au centre, mais toute norme, elle intègre les parties prenantes, et celle-là, elle intègre spécialement la principale partie prenante qui est la participation des travailleurs. Donc on va voir que les travailleurs, ils sont cités, comme vous voyez là juste à gauche, comme une partie prenante en tant qu'expression de besoin, mais par contre là, on l'intègre en tant que prise de décision, en tant que gouvernance, donc en tant que participation dans la prise de décision et non pas en tant que partie à consulter comme ce qui était le cas dans les normes antérieures. Ça veut dire que le processus donc, sur lequel vous intégrez le Covid, il doit prendre en considération, et même comme la norme elle exige souvent donc ce qu'il y ait un formalisme, et bien donc dans ce cas-là, il faut le mettre en place. Et bien sûr, la norme se termine par les éléments basiques des systèmes de management, une planification, donc un support des activités opérationnelles, puis en allant vers l'évaluation et l'amélioration des performances, sans oublier bien sûr l'objectif final, l'attente finale, qui est bien sûr les résultats escomptés. Et ce sont les résultats, comme tout le monde le sait, c'est l'absence de maladies professionnelles, l'absence d'accidents de travail, et bien sûr, dans de meilleures conditions de travail, on pousse à ce qu'il y ait un bien-être même du travail. Donc ça, c'était l'objectif. Et si je reviens au côté opposé, lorsqu'on parle des enjeux internes et externes, eh ben, c'est les enjeux, tout ce qui est en mesure d'entraver l'atteinte de cet objectif. Vous comprenez clairement que l'atteinte par le Covid est d'emblée un fait fatal qui va justement toucher les objectifs sur lesquels on travaille. Ça veut dire qu'on revient vers les enjeux pour voir qu'est-ce qui peut faciliter l'atteinte par ce Covid et qu'est-ce qui, bien sûr, peut nous servir comme moyen, comme support et comme perspective de développement. C'est là où on va vers peut-être la digitalisation, où on va vers le télétravail, où on va vers la réduction, bien sûr, de certaines activités parce qu'on fait une évaluation. Si l'activité est aujourd'hui en mesure de nous apporter plus, je dirais, un peu de problèmes relatifs au Covid et qui nous demande plus de moyens d'investissement, alors que peut-être si on essaie de la substituer ou on essaie du moins de la mettre hors usage à un moment donné pour qu'on réduise le maximum des risques, ça va dans le sens souhaité. Alors, la norme, elle est structurée comme toutes les autres normes, donc il y a ce domaine d'application qui est le santé et sécurité au travail, bien sûr, et les références normatives avec les termes de définition. Ensuite, on va vers le contexte de l'organisation. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va comprendre comment la logique de cette norme et qu'est-ce qu'elle nous stipule comme exigence. Donc, je passe un peu pour ne pas perdre du temps, mais ça doit rester. C'est uniquement parce que l'approche que je vais plus ou moins dérouler pour donner un peu l'approche terrain de la mise en place, c'est une approche qui ne va pas suivre la logique ou la structure de la rédaction de la norme. Donc, sur le plan pédagogique, il fallait que je mette d'abord ce déroulement séquentiel de la norme pour dire que, voilà, sachant que la norme, lorsqu'on est en train de lire dans un référentiel, c'est normal qu'on va se trouver avec un certain agencement des chapitres. Mais par contre, sur le terrain, on n'est plus dans cette logique, on est plutôt dans un contexte holistique où les éléments sont considérés comme une boule de cristal avec multiples facettes et qu'on peut voir d'un côté ou d'un autre et chacun peut bien sûr se préoccuper d'un élément de cette norme sans pour autant qu'il ne soit obligé de parcourir le reste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux rentrer dans une entreprise et je peux directement aller vers la revue de direction. C'est un chapitre qui a
tous les éléments, bien sûr, qui sont prévus, toutes les exigences nécessaires, et on peut le discuter comme je peux revenir vers les supports ou vers un élément donné. L'essentiel, c'est que à un moment donné, il faut que cet ensemble soit d'abord présent en termes de conformité, soit en termes de fonctionnement, en mesure d'être dans une synergie et dans une complémentarité pour qu'il puisse fournir à l'entreprise l'ensemble des éléments nécessaires. Donc là, ce qu'on a vu, c'est cette forme globale de la norme qui est structurée autour des 3 chapitres donc, qui sont une entrée à la norme et les 7 chapitres d'obligations ou d'exigences, lesquels chapitres sont focalisés autour donc, de ces éléments qu'on vient de voir. Maintenant, si je veux, dans le cadre de cette approche, réexaminer ce système et essayer de voir comment je peux commencer par rapport à cette norme et donc vérifier l'introduction ou l'intégration de cet aspect-là. Alors, dans cette vérification ou de cette revue, je vais un peu suivre cette fois-ci, ce que je disais tout à l'heure, non pas la rédaction de la norme, mais plutôt la dimension, je dirais, un peu spontanée d'une entreprise ou la maturité d'une entreprise qui a été qualifiée comme dimension de la culture de sécurité au niveau d'une entreprise, comme le préconise Bradley, en partant sur justement la matrice de l'indépendance ou de la maturité. Donc celle-là, moi je vais la considérer, mais de manière un peu plus spontanée. Alors c'est normal que lorsqu'on commence au niveau d'entreprise, qu'elle soit certifiée, qu'elle ait un système ou qu'elle n'ait aucun système, l'élément d'entrée, c'est ce qu'on appelle la préparation et réponse aux situations d'urgence. Et c'est ce que justement la dimension culture, elle appelle donc cet instinct réactif, donc cette phase où on réagit à ce qui nous entoure. Donc personnellement, c'est l'élément de base par lequel on rentre pour 2 raisons. Parce que, et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial montre bien que c'était le parent pauvre de toutes les démarches. C'est justement cette gestion de crise. Les gens, ils en parlent, ils peuvent les introduire comme des maillons dans le cadre de leur système, mais ça n'a jamais été, en tout cas pour ce dossier-là, une priorité qui nous mettait à ce qu'on d'abord, on l'apprenne à sa juste valeur et surtout qu'on ait des exercices de simulation, qu'on ait des scénarios justement de la possibilité du déroulement de la chose et ça va nous permettre d'être plus armés pour en faire face. Ça, c'est l'exemple d'ailleurs que les gens qui ont vécu des catastrophes similaires, et là je fais nuance aux pays asiatiques notamment, qui ont eu des infections préalables, donc ils ont appris des choses et bien ils se sont préparés sur le tas pour répondre à ces situations d'urgence. Alors la situation d'urgence, elle stipule au moins 2 grands axes sur lesquels on doit s'attarder. Alors il y a d'abord l'axe de la découverte d'un cas au niveau de l'entreprise. Donc là, on sera dans une situation qui va nous interpeller par la prise en charge de la personne. Et ce qui est préconisé, c'est qu'on ait une salle dédiée, aérée, nettoyée et avec bien sûr les équipements nécessaires pour que les personnes qui peuvent pénétrer à la salle et lorsqu'on veut faire bien sûr l'évacuation de la personne, on sera en mesure de faire face justement à cette présence sans qu'on ne soit exposé soi-même. Donc ça, c'est le premier volet relatif à l'évacuation. Et il y a le deuxième volet qui s'impose également, c'est le volet relatif aux personnes contacts. Parce qu'au niveau de l'entreprise, assez souvent, on oublie que même si on fait l'évacuation de la personne, les choses ne s'arrêtent pas à ce niveau. Assez souvent, si on n'arrive pas donc à prendre en charge les personnes qui étaient en contact, qui seront certainement mises en quarantaine, voire même des fois la fermeture de l'entreprise. Mais ceci ne nous dispense pas d'un suivi de ces personnes. Au contraire, ça va au contraire nous mettre en contact avec des personnes, avec des conditions de santé particulières qui voient même un besoin de soutien psychologique. Donc tout ça doit être intégré dans les processus de gestion de la situation d'urgence et que ça nous permettrait de répondre à ce qu'il y a. Donc, automatiquement, après cette introduction-là, je me demande, mais qu'est-ce qui peut venir comme cube ou comme élément sur lequel je peux penser? Ça veut dire que tout simplement, une entreprise ne va
pas du tout toute sa vie à répondre ce qu'on appelle l'attitude pompier. Donc, et à chaque fois qu'il y a un problème, elle va y faire face. Mais à un moment donné, elle va se dire non, au contraire, je vais voir comment je vais organiser mon travail, comment je vais organiser mes activités et comment je vais me protéger. Et c'est ça ce qui nous ramène justement vers le deuxième cube qui est la planification et la maîtrise de nos opérations. Et dans ce cas-là, donc, quand on parle de planification des opérations, bien sûr, les gens de la maintenance ou de la maîtrise de la production, ils vont planifier pour qu'il y ait plus de production, mais nous, notre planification, c'est une planification pour qu'on ait le minimum possible de risques qui peuvent bien sûr se concrétiser et malheureusement, donc, on aura des victimes. Donc, ça veut dire qu'on doit planifier nos activités de manière à ce qu'on suit le déroulé du processus de toutes les catégories de salariés pour dire que depuis leur sortie de chez eux, bien sûr, parce qu'il y a la notion donc du transport, qu'il soit un transport assuré par l'entreprise ou un autre transport en commun, mais il reste donc une source d'infection. Laquelle source, bien sûr, il faut voir quels sont les moyens de maîtrise qui sont mis en place, notamment par rapport aux véhicules, notamment par rapport au nombre de places, voire même l'espace entre les personnes ou le positionnement même des personnes lors de ce transport. Au départ comme à l'arrivée, il faut qu'il y ait bien sûr des désinfections du véhicule et ce qui en suit. Et lorsqu'on a les activités, eh ben, on va revoir l'activité, le process de l'activité pour qu'on puisse maîtriser toutes les phases, toutes les opérations qui se déroulent à ce que le contact entre les personnes soit le plus éloigné possible vers cette distance de sécurité qu'on a préconisée. Et il faut qu'il y ait également la protection individuelle qui nous permet justement encore d'avoir une barrière supplémentaire et avec les gestes barrières qui sont l'hygiène des mains, que ce soit avec de l'eau et du savon comme on a vu, ou avec l'utilisation de solutions hydroalcooliques. Donc là, c'est l'élément de base. Et bien sûr, la meilleure source d'inspiration que les personnes peuvent, à laquelle ils peuvent recourir, c'est les exigences légales, parce que, au contraire de ce qu'on peut penser, les exigences légales ne sont pas là pour être une astreinte ou pour avoir des conditions contraignantes pour les gens, mais plutôt il faut les voir du côté positif, c'est que ce sont des solutions, ce sont ce qu'on appelle des solutions pré-apportées et qui nous permettent justement d'introduire dans ces mesures de maîtrise opérationnelle les éléments qu'il faut, les consignes qu'il faut, les précautions qu'il faut. Et dans ce cas-là, il y en a plein de consignes venant de l'ensemble des ministères concernés. Au moins, on voit qu'il y a 4 ministères aujourd'hui qui sont mobilisés, chacune dans son domaine pour apporter des éléments. Et à ce stade-là, si je fais référence toujours à cette culture de maturité, c'est là où je sors un peu de la phase pompier au départ et je vais quand même passer à une phase où ma sécurité serait plus ou moins accompagnée par d'autres qui vont me préconiser beaucoup de choses. Et là, on est dans ce qu'on appelle la phase de la dépendance, c'est-à-dire ma sécurité dépend de ce qu'on me dicte, de ce qu'on me donne comme élément. Et donc, ça constitue toute une richesse des données sur lesquelles on peut se focaliser. Alors là aussi, donc, puisqu'on est dans la détermination des exigences légales, et pour revenir vers le Covid, il faut comprendre que la loi, en tout cas les textes dont on dispose aujourd'hui au Maroc, à la différence de ce que disent beaucoup de gens, moi je dis qu'on a un texte sur lequel on peut se pencher et on peut puiser énormément de pistes de réflexion, énormément de pistes de renseignement. C'est vrai que ce texte n'a pas édité ou n'a pas été édité au départ par rapport à une situation similaire. D'ailleurs, même le contexte, on l'a introduit, c'est un contexte qui n'est pas forcément le même si on rentre dans le plan juridique pur, parce qu'on l'a rattaché à l'article 287, lequel article, il parle plutôt des préparations et des substances, et on comprend bien que les virus, ce n'est ni une préparation, ni une substance, mais c'est un organisme vivant, donc biologique, et qui vit au détriment des organes biologiques, parce que ce n'est pas spécialement lui-même comme les autres micro-organismes, mais lui, il puise donc de l'utilisation d'un organe et qui va se multiplier. Mais en tout cas, ce n'est pas une substance chimique en tant que telle. Et le décret de 2013 qui a introduit la prise en charge donc, des risques biologiques, c'est vrai qu'il est plutôt orienté vers
les structures qui utilisent des matières ou des produits biologiques, notamment les laboratoires de recherche ou les laboratoires d'analyse ou les structures qui sont en contact avec des microbes, quelle que soit la nature ou le type de microbe utilisé, quel que soit le type d'organe biologique, bien sûr, il faut prendre en considération ce texte. Mais ce texte, à mon sens, il comporte beaucoup de dispositions qui sont d'ailleurs les dispositions prévues aujourd'hui en termes donc, de prévention du risque biologique. Et ce texte-là, en tout cas, il s'applique parce que dans son énoncé, il précise clairement que ce texte s'applique pour les gens qui sont exposés à des risques. Et dans ce cas-là, puisque si je fais travailler une personne, eh bien, automatiquement, je la ferai exposer à un risque à travers le contact avec les collègues qui sont déjà sur place ou à travers le contact avec les clients, fournisseurs, sous-traitants et tous ceux qui sont en mesure d'être des porteurs, si encore il n'y a pas d'éventualité de portage animal tel qu'il a été soupçonné par certains. Et dans le cas, ça peut bien sûr servir de moyen. Donc là, les exigences légales, on fait le lien, on voit les textes et on prend les dispositions qui sont prévues pour qu'on puisse les introduire. Sachant que, puisqu'il y a également des textes qui sont élaborés en cette période-là, ces textes-là seront bien sûr prioritaires et doivent être intégrés dans la démarche de la veille réglementaire qu'on puisse les prendre en considération. Un autre cube qui est également essentiel pour cette approche ou cette évolution vers l'indépendance en termes de sécurité donc, et la prise en main de cette notion de sécurité au-delà de la simple application de ce qui est prévu, c'est ce qu'on appelle le processus d'identification des dangers et d'évaluation des risques. Et là aussi, il faut qu'on revoie toute la structure qu'on a mis en place pour l'identification des dangers pour qu'on puisse introduire toutes les dispositions nécessaires à l'identification du danger d'infection par le Covid. Donc, je dois reprendre un peu toutes les activités et si peut-être pour une activité A ou B, je me disais que là, j'ai un risque électrique, j'ai un risque de bruit, j'ai un risque de telle ou telle chose, eh bien, je dois ajouter encore les lignes nécessaires. Dans quelles conditions je peux avoir un contact avec un porteur et dans quelles conditions je peux justement avoir ce risque d'être contaminé. Et bien sûr, je dois là aussi mettre dans mon système l'ensemble des éléments qui sont prévus par les processus d'identification des dangers, sachant que, et on va le voir en termes de réglementation comme en termes de gestion des risques, dans cette pandémie, le risque est déjà à un niveau de gravité maximum qui est la gravité numéro 4 dans une grille de 4 niveaux. Ça veut dire que nous sommes face à un risque où on a un maximum de gravité et comme la probabilité à ce qu'on soit en contact avec des personnes malades n'est pas négligeable, bien au contraire, avec bien sûr ce qu'on entend de jour en jour comme déclaration, ça veut dire que dans une probabilité qui a une tendance à être encore plus effective et avec une gravité maximale, je n'ai même pas besoin d'aller vers le process de quantification donc, et d'évaluation des risques, mais automatiquement, je dois prendre les mesures nécessaires et là, ça va verser dans ces maîtrises opérationnelles dont on a parlé et c'est ça ce qui permettra bien sûr d'assurer cette prise en charge sur le plan de l'identification des dangers. Et donc, l'identification de dangers, elle doit se faire non seulement de manière, je dirais, empirique et donc donner un format simple, mais il faut aller vers l'ensemble des activités, les passer une par une et voir qu'est-ce qu'il y a comme circonstances. Et surtout, il ne faut pas oublier, si on est dans une logique d'Ishikawa ou de 5M ou de ce qui en suit, il ne faut pas oublier l'environnement, il ne faut pas oublier les situations, parce que c'est ça ce qui est peut-être l'élément fondamental dans la transmission. Ça veut dire que vous avez beau prendre toutes les mesures nécessaires, il suffit qu'il y ait un rapprochement entre deux personnes à un moment donné pour vous faire malheureusement perdre toutes les dimensions. Donc il faut être très intransigeant, il faut renforcer la surveillance et on va revenir un peu par rapport déjà aux éléments justement de ce système de management. Ça veut dire qu'on est dans la maîtrise des opérations
à travers une surveillance renforcée et on doit considérer que le risque résiduel est un risque majeur, lequel risque nécessite à ce qu'on ait d'abord des dispositions les plus rigoureuses possibles en termes de l'élimination ou de la substitution des situations. Quand je parle de l'élimination, bon, je sais que si une personne peut être en contact avec des porteurs ou ce qui en suit, si j'arrive à substituer ou à éliminer cette activité, notamment le recours donc au télétravail ou le recours à un autre procédé qui permet à ce que les personnes ne soient pas forcément en contact, et si je change un peu les processus de travail, ça nous permettrait justement d'aller dans ce sens. Donc là, c'est une maturité qui commence donc à se développer, et les entreprises qui ont déjà le système mis en place, eh ben, ils sont déjà donc sur une approche par objectif, donc ils sont déjà sur une approche interdépendante où les gens travaillent ensemble pour des objectifs communs. Et là, je peux réexaminer mes objectifs, bien sûr, en fonction de la politique qui a été mise en place. Et assez souvent, là, on a une illustration d'un terme qui est souvent utilisé dans les normes, et les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que la politique doit être adaptée à l'étendue des risques. Et bien voilà, donc là, personne ne citait le risque Covid dans sa politique. Ben aujourd'hui, dans une politique, si vous ne voyez pas que le risque Covid sera en premier, eh bien, ça veut dire que c'est une politique qui n'est pas adaptée à l'étendue des risques. Et une fois que le risque sera, je dirais, un peu loin de toute possibilité à ce qu'il surgisse, c'est là où on peut l'enlever. Et c'est pour cela qu'on parle des politiques et non pas d'une politique, parce qu'elle doit être évolutive en fonction des données, en fonction des éléments dont on dispose. Donc ça, c'est les éléments. Pour les ressources, donc il y a d'abord les ressources matérielles qui sont mises en place, donc en termes d'équipement, de protection individuelle et collective, en termes donc de moyens d'hygiène, en termes de moyens donc de suivi de la température des personnes à l'admission au niveau des sites, en termes donc de tout ce qui est mis en place de distanciation, les véhicules. Donc ça veut dire que les ressources doivent être revues pour que la dimension donc prise en compte de ce Covid soit intégrée et prise en considération. Également la dimension compétence, qui a été autrefois, on parlait plutôt de la formation, mais cette fois-ci, comme la norme, elle est orientée plutôt résultat et non pas disposition, elle est orientée efficacité et non pas conformité. Donc, on comprend parfaitement que les compétences, c'est l'output de la formation. Et dans ce cas-là, c'est la chose dans laquelle ou vers laquelle on doit s'assurer. Et comme la norme, elle nous dit que si vous avez un risque santé-sécurité au travail, il faut s'assurer que les personnes affectées pour la prévention de ce risque aient les compétences requises justement pour qu'ils puissent s'acquitter de cette responsabilité. Ben donc, il faut s'assurer qu'on dispose des compétences, on a un médecin, on a un infirmier, donc qui ont d'ailleurs les connaissances requises. Et il faut que les personnes qui sont soit chefs d'équipe, soit affectées à des postes et qui ont l'obligation de mettre en œuvre ces actions-là, eh bien, il faut qu'on assure la formation nécessaire à ces gens-là, et c'est pour cela que la formation sort parmi les éléments les primaires ou importants dans le cadre donc de prise en charge. Ça veut dire qu'on vise la montée en compétence des personnes qui vont assurer la sécurité des autres, leur propre sécurité d'abord bien sûr, et donc ça va avancer dans ces choses-là. La sensibilisation et la prise en conscience, ça veut dire qu'on doit s'outiller, on doit avoir des affiches, on doit avoir des consignes, on doit avoir... Donc, il faut travailler un peu ces éléments et ces outils et ne pas se contenter des thèmes un peu d'ordre générique et qui sont valables partout, mais bien au contraire, il faut adapter la sensibilisation aux personnes, à la nature donc de leur niveau d'appréciation et d'appréhension, à la nature donc de leur façon de dialecte et d'échange, la langue qu'on peut utiliser. Donc la norme, elle ne stipule aucunement que vous ayez les plus belles photos et avec le langage avancé, mais plutôt fait que ça soit une efficacité. Et d'ailleurs, comme vous voyez là, on parle de sensibilisation, mais on ajoute le terme de prise de conscience. Ça veut dire qu'on vise le résultat final. C'est que les gens prennent conscience du problème envers lequel ils sont exposés et non pas aller vers la sensibilisation en tant que geste.
Ensuite, il y a la communication. Là aussi, la communication interne comme externe, elle doit être adaptée. Et cette communication, il faut qu'elle utilise tous les moyens disponibles, toutes les possibilités. Et là, le développement de la communication peut justement nous aider par rapport à ces échanges à distance, par rapport à ces moyens d'échange à distance. Et donc, ça peut être, comme on le dit, à double intérêt, un intérêt pour communiquer autour de cette problématique et un moyen pour qu'on puisse utiliser des outils pour faire face justement à ce problème. Les informations documentées, donc il faut qu'on ait des informations qui vont nous permettre d'assurer le support de cette. Il y a des informations propres à l'entreprise, c'est tout ce qu'on a mis comme système de management et qui doit être accessible et qui doit être dans les endroits où il doit servir et qu'il doit bien sûr apporter l'information la plus pertinente et la plus utilisée au niveau des structures. Donc il faut revoir ces systèmes d'information, ou plutôt ces informations documentées qui sont souvent portées bien sûr par un système d'information si jamais on a opté pour une numérisation, une digitalisation de la structure, lesquelles informations, il faut qu'ils soient à la portée des gens qui les utilisent. Et j'ajoute un élément fondamental, on peut recourir également à des informations externes, notamment tout ce qui est données relatives à l'infection, les données géographiques, les données d'extension, parce que ça peut nous servir à un moment donné lorsqu'on sait qu'il y a des zones qui ont connu des clusters ou des zones d'infection, eh bien, il faut prendre toutes les dispositions pour que les circuits de distribution ou tout ce qu'on peut utiliser comme élément au niveau de la structure prennent en considération ces éléments-là. Il y a également le suivi de l'état de santé des personnes, il y a également l'information dans le cadre, bien sûr, de respect du secret médical, mais il faut que là, il y a une collaboration entre les médecins du travail et l'entreprise, mais sans pour autant que ça ne soit au détriment de ce secret médical, mais il faut identifier les personnes qui ont des problèmes de santé et qui peuvent être en première ligne, malheureusement, donc, de cette altération. Et là, cette information, elle ne sort pas en tant qu'information, mais elle sort en tant qu'aptitude au travail, en tant que visite, donc, et résultat de cette visite, laquelle aptitude, bien sûr, nous permet donc de mettre à l'abri les personnes vulnérables, les personnes, la femme enceinte, les personnes qui sont en mesure de travailler à distance, ceux qui peuvent se bénéficier donc d'un repos, d'un congé ou ce qui en suit, si jamais la possibilité peut le permettre, pourquoi pas. Donc ça, c'est le support sur lequel on essaie de travailler. Alors maintenant, si je réexamine mon système, comme je disais tout à l'heure, bien sûr que la compréhension de l'organisme et de son contexte, parce que là, c'est une arme à double tranchant lorsqu'on parle de la compréhension et on la met tout à fait au début de la norme. Parce que les gens qui sont en initiation vers la norme, ils ne peuvent pas interpréter la compréhension sans pour autant qu'ils ne soient déjà en mesure de comprendre tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc moi, je ne vais pas parler donc, des enjeux de l'atteinte de mes objectifs santé, sécurité au travail et donc aller vers un outil d'analyse qui me permet de dire que voilà quels sont vos points forts par rapport à l'atteinte de vos objectifs, quels sont vos points d'amélioration qu'il faut chercher, quelles sont les menaces qui peuvent vous guetter ou ce qui en suit, ou quels sont les axes sur lesquels vous pouvez travailler si vous n'avez pas un minimum requis. C'est pour cela que j'ai opté pour cette approche par la notion de mise en œuvre d'un système. C'est une manière de déployer, c'est une méthode de déploiement des systèmes qui commence par le basique et on va ensuite, par la suite, l'enrichir pour arriver à ces éléments-là. Donc, il y a la partie vérification, je dirais, un petit peu de tous les éléments. Vérification des systèmes, d'ailleurs, c'est préconisé par le système parce qu'il y a une révision de notre système lorsqu'on modifie des éléments de ce système. Et comme certainement, il y a des choses qui peuvent être modifiées, donc il faut revenir vers le système pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui auraient dû ou qu'il fallait changer par rapport à tout ce qui a été pris comme élément. L'entreprise, bien sûr, elle doit donner exemple donc, et elle doit apporter son engagement. Quand on dit elle donne l'exemple en termes de prévention, en termes de protection, en termes donc,
je dirais pas de prise de disposition de risque, mais il faut quand même que ce leadership montre bien que c'est les bons gestes qu'il faut faire. Il faut éviter les mauvais gestes parce que des fois, dans certaines entreprises, on peut voir le responsable qui est bien sûr à distance des gens, ne porte pas son masque pour dire que voilà, moi je suis à l'écart ou ce qui en suit. Peut-être c'est des attitudes qui peuvent porter à confusion pour des personnes qui n'ont pas cette réponse. Et donc, ils peuvent considérer que voilà, l'exemple, il ne porte pas parce que ce n'est pas nécessaire et ce qui en suit. Il y a également la partie relative à la politique. Je disais tout à l'heure, donc, il faut qu'il y ait un engagement politique clair par rapport à la prise en charge de cette activité, voire même donc des décisions pour l'arrêt de l'activité quand il y a une suspicion, je dirais pas d'atteinte, parce que déjà on est dans le drame, mais plutôt lorsqu'il y a donc une suspicion de conditions exposant à l'infestation. Il y a la partie toujours dans le cadre de la politique et qui peut... Allô, je ne sais pas si je suis... Voilà. Alors, donc, je disais qu'il y a les rôles et responsabilités qui doivent être pris en considération. Donc, ces rôles et ces responsabilités, il faut qu'ils soient identifiés au niveau de la structure. Et comme je disais tout à l'heure, l'approche d'une norme est une approche holistique. Au départ, si on avait commencé par les chapitres tels qu'ils étaient préconisés, on ne comprendrait pas spécifiquement quels étaient les rôles des gens. Mais lorsqu'on a déjà une idée sur toutes les dispositions réglementaires qui sont prévues, lorsqu'on est sur l'identification des risques et sur l'évaluation, bien sûr, de ces risques, eh bien, on comprend bien que les mesures de maîtrise qui sont mises en place vont être un peu réalisées par des personnes qui auront des responsabilités et auxquelles on doit accorder des autorités. Et ces autorités, ils doivent être à la taille de la responsabilité, bien sûr, qu'ils couvrent, et surtout quand on est dans une dimension pareille. Donc, il y a des nécessités d'intransigeance sans pour autant qu'il y ait un dérapage ou qu'il y ait un débordement par rapport, bien sûr, de toute façon, aux droits des salariés, à la réglementation ou à tout ce qui peut un peu créer un désordre et un trouble plutôt que d'avancer dans la structure. Et la consultation et la participation des travailleurs, c'est ce que je disais. Donc, les travailleurs, ils se trouvent au niveau des systèmes de management à deux niveaux. Ils se trouvent d'abord en tant que partie prenante qui a des attentes, qui a des besoins à exprimer et avec laquelle il faut dialoguer et bien sûr avec laquelle il faut trouver un peu tous les éléments sur lesquels on peut avancer ensemble pour qu'on puisse atteindre dans les meilleures situations possibles, les situations de notre sécurité, de notre bien-être au travail et de nos conditions du travail. Mais il y a également les salariés en tant que force de proposition, en tant que partenaire, en tant que force donc, présente au niveau de l'entreprise. Et à ce moment-là, ils doivent être pris en considération dans cette dimension-là. Et c'est à ce titre-là que le législateur les a associés dans le comité de sécurité et hygiène en tant que partie prenante et à deux niveaux, en tant que délégué du personnel, mais également en tant que représentant syndicaux si jamais il y a une représentation syndicale au niveau de la structure. Alors, lorsque le système il est en fonctionnement, il a besoin bien sûr d'avancer donc, et de s'améliorer de manière régulièrement, mais cette amélioration ne peut pas venir si on ne prend pas le temps nécessaire pour qu'on puisse surveiller donc, le déroulement de l'activité. Là, je reviens pour le Covid, là, il faut qu'il y ait des fiches de surveillance pour qu'il y ait une surveillance de proximité afin qu'on s'assure que les dispositions mises en place sont appliquées. Et il faut voir même s'il y a des mesures à prendre, notamment les mesures de température ou les mesures donc de certains paramètres au niveau de certains endroits qui peuvent évoluer avec l'épidémie. Je donne à titre d'exemple, lorsqu'on a la certitude que peut-être des milieux humides soient plus exposés que d'autres ou des milieux où il y a plus de chaleur ou plus de froid, donc peuvent être exposés. Et bien à ce moment-là, ces milieux-là, il faut qu'il y ait des mesures de reporting, il faut assurer le suivi et bien sûr évaluer la performance. Et l'évaluation de la performance, elle englobe de toute façon la prise en compte de l'ensemble des indicateurs de la structure et qui sont mis en place en tant qu'indicateurs des actions santé et sécurité au travail. Et vous avez bien vu que
la santé et sécurité, elle intègre l'ensemble des risques, mais comme nous sommes en ce moment dans l'intégration de la santé et de la sécurité, eh bien, il faut identifier les actions que nous allons mettre en place face à ce risque et ces actions doivent être intégrées dans l'évaluation de la performance. Également, les objectifs que nous avons fixés, comme généralement les gens ils fixent zéro accident ou zéro maladie professionnelle, et bien dans ce cas-là spécifiquement, il faut qu'on ajoute clairement zéro infestation ou zéro atteinte, c'est-à-dire zéro contamination. Et si on veut le zéro contamination, et bien là, on est dans une performance globale de l'entreprise avec des KPI qui doivent être mis en place et qui doivent intégrer justement dans ce processus au-delà du suivi des indicateurs qui sont prévus par toutes les actions qui sont mises en place par les différents processus qui ont servi au niveau de l'entreprise. Il y a également l'évaluation de la conformité. Là, il faut s'assurer du respect de la réglementation, il faut s'assurer du respect des notes, des circulaires, des consignes qui sont émises par les autorités en ce moment-là. Et il faut revenir vers les textes, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un texte spécifique, mais c'est un texte qui, à mon sens, il est très valable en ce moment-là. Et de toute façon, toutes les dispositions qui y sont prévues, ce sont des dispositions de prévention, d'autant plus qu'il préconise un suivi médical, qu'il préconise l'évaluation des risques. Donc finalement, c'est un outil qui va nous servir. L'audit de notre système donc, doit intégrer justement la dimension Covid dans l'opération d'audit. Pourquoi je dis bien l'opération d'audit doit intégrer la dimension Covid? Mais parce que si je fais l'audit des différents processus, eh bien, je dois m'assurer que chacun des processus, il a intégré justement cette dimension dans le cadre, par exemple, pour les compétences. Est-ce que j'ai des formations qui sont préconisées? Est-ce qu'il y a une évaluation de ces formations? Est-ce que les personnes qui ont reçu la formation, on s'est assuré que justement, il y a un certain niveau d'amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences en ce volet-là? Donc là, l'opération d'audit n'est pas une opération qui va nous permettre de vérifier la présence ou l'absence d'une disposition, mais plutôt le résultat attendu de la disposition. Et si on veut le résultat attendu de la disposition, eh bien, il faut que dans les critères ou les exigences qu'on met en place, eh il faut qu'ils prennent en considération ce volet-là et la revue de direction. Donc, c'est ces fameuses comités ou conseils ou équipes d'organisation qu'on met en place et qu'on appelle le comité de veille ou le comité d'urgence ou le comité de gestion de crise, eh ben, il peut être sous forme d'une revue de direction. C'est vrai qu'on a la revue de direction système dans sa globalité qui est prévue dans ce chapitre-là, mais ceci n'empêche que la direction, bien sûr, peut avoir des points étapes de l'avancement de ce volet-là. Et tout ce qui est soulevé, et c'est ça l'esprit, l'essence un peu de l'amélioration continue, c'est cette notion de faire face aux événements indésirables et d'avoir ou de réagir par rapport à nos non-conformités, que ce soit les non-conformités réglementaires ou par rapport aux autres engagements que nous avons, auxquels on a prescrit, et voire même les exigences du système en lui-même, et apporter les actions nécessaires, que ce soit des actions correctives ou des actions, des opportunités qu'on peut apporter à notre système, ce qui bien sûr nous place dans cette dimension d'amélioration continue. Alors, je considère que la norme, elle se termine. En guise un peu d'accompagnement de cette présentation, je mets ce texte dont je parlais tout à l'heure. C'est un texte, je le mets avec les noms des personnes qui l'ont produit. C'est mes étudiants à l'ESIT qui ont produit ce travail. Donc là, je suis un peu sur un produit qui n'est pas le mien, d'ailleurs qui n'est pas le leur parce que c'est un texte réglementaire, mais qui a été présenté d'une manière sympathique par ces étudiants. Et on voit bien que ce texte, qui vient d'ailleurs, qui commence à partir de l'article 55, parce qu'il fait suite aux textes, aux articles, pardon, qui ont été consacrés au risque chimique. Donc le risque chimique et le risque biologique ont fait partie tous les deux de ce décret qui est sorti en 2013 et lequel décret, bien sûr, il nous donne d'abord les éléments relatifs à ce risque et surtout un élément fondamental, c'est que ce texte, il nous donne la classification de la gravité. Donc, on voit bien qu'on a un outil pour l'évaluation des risques qui nous donne à ce qu'il y a des niveaux de gravité
qui sont prévus. Il y a le groupe 1 de gravité, c'est lorsqu'il y a des agents biologiques mais qui ne provoquent pas d'effets nocifs et avancés. Et on va un peu dans l'importance des risques, mais on se tient à la dernière colonne où ça nous présente que comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme, c'est le cas, et qui constituent un danger sérieux pour les salariés, c'est également le cas, et le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé, c'est également une condition qui est satisfaite pour qu'on fasse ce choix, et il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace, ce qui n'est pas admis à ce jour. Donc ça veut dire qu'on est dans le risque majeur par rapport à ce risque biologique. Ce risque majeur, bien sûr, il y a des choses qui sont prévues, notamment l'évaluation de risque, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, dans cette évaluation, il y a un ensemble des conditions qui sont prévues par le texte et qui nous permettent justement de la conduire telle que la loi le préconise. Il y a des mesures et des moyens de prévention qui sont prévus et ces mesures sont des mesures générales d'hygiène, c'est des mesures donc de la prise de la distance par rapport à l'exposition aux agents biologiques. Alors là, il y a une inversion de lecture, bien sûr, de la donnée, comme je vous disais tout à l'heure, pour qu'on puisse utiliser ce texte pour le bon sens et pour la bonne cause, plutôt que d'être dans une polémique juridique. Ah non, le texte, ce n'est pas dans ce contexte qu'il est applicable. Nous, on cherche tout ce qui peut apporter du bien pour nos salariés. Donc, le texte, puisque lui, il me parle de la manipulation de produits biologiques envers lesquels je dois me protéger. Eh bien, je considère que quand je suis en manipulation, comme quand je suis en contact avec une personne porteuse, eh bien, je suis dans les deux cas exposé. Et l'exposition, c'est de là où on parle et c'est là où le salarié doit bien sûr être protégé face à ces risques qui sont prévus. Donc, d'ailleurs, face à cette exposition, et on dit clairement, lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle est réduite en prenant des mesures suivantes. Et on voit bien que ce sont les mesures. C'est le nombre de salariés. Pourquoi le nombre limité, le nombre de salariés exposés? Eh bien, c'est là le recours au télétravail. C'est pour réduire ce nombre, pour éviter d'abord les déplacements, pour éviter jusqu'à ce qu'il y ait des brassages humains et surtout pour qu'il y ait de la distance à travers donc, la réduction du nombre de personnes, pour revoir les processus de travail, les méthodes et les mesures de contrôle pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a ces éléments, les équipements de protection, que ce soit individuels ou collectifs, les mesures d'hygiène, et donc j'en passe sur tous les éléments qui sont prévus dans ces articles. Et le texte, il va également pour que l'employeur prenne toutes les dispositions nécessaires pour qu'il puisse protéger les salariés et donc avoir tous les éléments nécessaires à cette protection. Il faut qu'il y ait des mesures d'isolement. Donc là, je dirais qu'on parle isolement et confinement, ça c'était dans le cadre donc d'utilisation des produits, mais vous voyez que la logique, elle est toujours la même. Le confinement par rapport au virus ou par rapport à un produit biologique, ben c'est la même chose que le confinement chez soi. Donc là, c'est la barrière, c'est qu'on mette une barrière entre la personne et les mesures d'isolement. Ils sont toujours valables pour l'ensemble. Donc l'employeur doit fournir sur les lieux de travail donc, tous les éléments nécessaires, les instructions nécessaires et les affiches, ce qui est prévu. Donc il y a, c'est clair, ça rejoint déjà d'abord l'obligation générale de la prise en compte de la santé et sécurité au travail, mais là, il est clair, et au niveau du texte, l'employeur, il doit informer les salariés, le médecin de travail, les délégués, les comités de sécurité, donc de toute situation. Ce n'est pas parce que lorsqu'on l'informe qu'il y a la possibilité qu'il y ait une personne vers laquelle on a des doutes et on ne va pas informer les autres sous peine ou sous crainte qu'il y aura une panique de l'ensemble. Ce n'est pas du tout une chose préconisée. La loi l'exige clairement, c'est que l'employeur, il doit donc informer qui de droit, notamment les salariés parce qu'ils sont concernés, le médecin qui en a la charge d'assurer cette prévention et donc d'être le conseiller dans ces circonstances, notamment où il y a la dimension santé à travers un domaine qui est le plus connu par les médecins en dehors des autres domaines où on peut avoir, bien sûr, il y a les biologistes, il y a les personnes qui sont dans ce domaine
de l'infectiologie d'une manière globale. Il y a les délégués du personnel, les représentants bien sûr des salariés, et il y a les comités comme une instance qui va prendre en considération. Il faut, quand il y a un incident ou un événement, il faut donc aviser le plus tôt possible les personnes concernées pour qu'on puisse limiter les dégâts qui peuvent se produire, et il faut prendre toutes les mesures qui sont prévues par le texte. Ces éléments qui sont prévus notamment, c'est que l'employeur il doit organiser au bénéfice des salariés cette formation dont on a parlé, et cette formation, c'est tel que la norme le prévoit d'ailleurs. Il faut qu'on en parle de ces risques, il faut qu'on parle des précautions à prendre, qu'on parle justement de l'utilisation des déchets ou des éléments de stockage qui peuvent être notamment lorsqu'on est dans les opérations d'entretien ou dans les opérations donc de déchets souillés ou des déchets qui peuvent être contaminés. Alors, la formation à la sécurité, elle doit être dispensée avant et non pas au moment où les gens vont prendre leur activité, mais il faut qu'elle ait un temps pour qu'ils puissent bien sûr assimiler ce qu'on leur passe comme message et comme données. Il y a la surveillance médicale, donc là, c'est l'engagement direct du médecin du travail. Je le cite, sachant que lui, il est la personne idoine pour prendre ce volet-là. Donc là, le médecin du travail, il va assurer son rôle basé sur les 3 dimensions qui sont prévues par le Code du travail, à savoir les visites médicales, notamment pour les personnes qui peuvent avoir un besoin à ce qu'on ait une certitude qu'il n'y a pas un risque pour eux. Et là, je fais nuance aux personnes diabétiques, hypertendues ou des personnes qui ont des problèmes de santé. Il faut qu'il y ait également un dispositif mis en place pour pouvoir diagnostiquer les premiers signes, ce qu'on appelle les prodromes d'une éventuelle infection, et il faut voir bien sûr les éléments qui seront pris en charge. Donc après ces articles, il y a la notion de l'examen médical qui doit avoir lieu. Il y a la fiche d'aptitude qui est élaborée et le fiche d'aptitude déjà elle est prévue par le Code du travail. Donc là, on peut aller jusqu'à un niveau où on peut élaborer des fiches d'aptitude suite à un examen particulier lorsqu'on a un doute sur une personne qui peut justement être une personne vulnérable et on veut s'assurer et qui souhaite travailler parce qu'elle craint peut-être la perte d'une prime ou je ne sais pas quoi. Et bien là, l'entreprise, elle a l'obligation de soumettre des personnes qui ont des difficultés du genre au médecin de travail pour qu'ils puissent se prononcer sur leur maintien en activité et les conditions de ce maintien. Et ils peuvent donc vérifier leurs données médicales par rapport aux éléments qui sont prévus sur le plan médical. Il y a le dossier médical, donc là aussi, sachant que le Code du travail il a déjà prévu le dossier médical dans la dimension santé et sécurité au travail, mais il y a maintenant, c'est une notification de ces éléments au niveau du dossier. Et le reste du texte, donc il parle un petit peu des procédures que les salariés doivent suivre par rapport plutôt les médecins doivent suivre en cas donc de déclaration d'une maladie et quels sont les éléments qui peuvent aller, sachant qu'à ce jour, l'atteinte par le Covid n'est pas une maladie professionnelle en tant que telle. Je parle aux yeux de la réglementation des maladies professionnelles qui stipule à ce qu'une maladie est reconnue en tant que telle si elle fait l'objet d'un tableau préalablement établi par l'autorité, qui n'est pas le cas. Donc, si maintenant il y a une polémique à ce genre, il reste le droit commun, bien sûr, comme une issue pour que les gens puissent tenter de faire valoir leurs droits s'il y a cette possibilité, et sachant qu'il y a un élément ou plutôt des échanges dans ce sens. Et nous avons, en tout cas la communauté des médecins du travail, elle préconise à ce que ça soit au moins pris en compte pour les personnes du domaine de la santé qui sont directement exposés et notamment ceux qui sont donc face à des malades et qui les prennent en charge. Ben, il faut qu'il y ait cette dimension qui doit être prise en charge dans ce sens-là. Et je termine donc à ce niveau. Je pense que j'étais un peu long, mais le texte en vaudrait la peine. Merci. Merci beaucoup, Dr Tariq Saïd. Je rappelle que Dr Tariq Saïd est médecin du travail, expert en santé et sécurité du travail. Je vous remercie. En tous les cas, vous n'avez pas été long du tout. Je crois que vous avez essayé de résumer au maximum, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, justement. Alors,
Je me tourne maintenant vers toute l'audience qui nous suit depuis Facebook et puis directement sur Zoom. Si vous avez des questions à poser à Dr Saïd, elles sont les bienvenues. Merci de lever la main. Je vous activerai le micro au fur et à mesure. Merci beaucoup. Alors, nous avons déjà une main levée. Alors, c'est Monsieur Hicham Marzouk. Vous avez la parole, c'est Hicham. C'est Ashraf. Bonjour. Bonjour, c'est Ashraf. Bonjour, on vous écoute. La question... Marhaba bik. Allah يبارك فيك, c'est Ashraf. Merci bien, frère. Je voudrais savoir, je voudrais que notre cher médecin nous éclaircisse sur la question suivante. L'été donc s'en profile à l'horizon et comme vous le savez, certaines villes du Maroc connaissent une chaleur ou un été caniculaire. Est-ce que l'utilisation des climatiseurs est importante dans ce cas-là, ou bien on peut ne pas utiliser ces machines de peur de voir le virus se propager rapidement, surtout, je pense en l'occurrence à des agences bancaires qui n'ont pas des issues et qui encouragent la propagation du coronavirus. Et merci. Merci à vous. Docteur Saïd, est-ce que vous avez bien entendu la question de M. Hicham Marzouk qui nous parle de l'utilisation des climatiseurs face à la saison prochaine, c'est-à-dire dès la rentrée d'été et l'augmentation de la température? Est-ce que je réponds à la question ou vous allez prendre d'autres questions? Comment vous organisez? Comme vous voulez. On procède question par question, on répond à celle-là. Comme ça, on donne le temps aux gens de préparer leurs questions aussi. Merci beaucoup. Je commence d'abord sur un ton optimiste pour dire que, espérons que d'ici le Allah yinzil l'utf. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je peux revenir. Maintenant, pour l'utilisation des climatiseurs, il y a 3 éléments qui doivent être pris en considération. D'abord, il faut être clair, le virus n'est pas dans le sens de ce qu'on appelle des virus aéroportés. Ça veut dire que ce n'est pas une transmission à travers portée par l'air et qui peut aller sur des distances données. C'est une transmission qui se fait par ces postillons. Ça veut dire que c'est des gouttelettes qui peuvent provenir d'une personne malade et elles sont acheminées vers une autre personne, soit par contact direct, donc la gouttelette elle-même, elle arrive et elle peut se poser sur la bouche ou le nez ou les yeux de la personne, soit qu'elle est d'abord interposée sur une autre surface. Mais le rôle du climatiseur, bien qu'on n'a pas encore de précision par rapport aux conditions de température, ce qu'on appelle les conditions optimales de développement des micro-organismes, là, on n'a pas une certitude, mais peut-être ce qui est avancé, c'est que c'est un virus qui se développe un peu plus en milieu relativement froid et en milieu qui manque d'humidité. Donc, si c'est le cas, ces 2 conditions, malheureusement, le climatiseur, il contribue à ce qu'on ait un abaissement de température. Et donc, si la chaleur telle que avancée comme maintenant, peut-être c'est un facteur qui a servi pour réduire en tout cas ce qui n'apparaît pas au niveau des pays dans la zone africaine. Peut-être ça a été avancé dans ce sens. Donc là, la température par elle-même est un facteur qui va un peu développer la transmission de ce germe. Le deuxième point, toujours par rapport aux climatiseurs, c'est que généralement les climatiseurs, ils sont quand même dotés par des ventilations qui vont permettre la diffusion justement de la diffusion de la température au niveau de l'ensemble des lieux envers lesquels elle est destinée. Ça veut dire qu'il y a une force
qui va se surajouter donc dans le milieu. Et lorsqu'il y a des éternuements ou lorsqu'il y a un effort de toux, eh ben, ça va servir justement parce que ce courant d'air, il va plus ou moins aider à ce qu'il y ait de la transmission donc, sur ce volet-là. Et donc, le climatiseur, là aussi, à ce titre-là, il peut aider à ce genre de situation. Le troisième point, toujours par rapport à ce climatiseur qu'on peut utiliser et dans le milieu où se trouvent un peu plusieurs salariés, c'est que lui-même, il peut peut-être pour certaines personnes qui sont relativement intolérantes ou ce qui en suit, eh bien, il peut être source de petites infections qui peuvent survenir et des fois ça peut créer donc ce qu'on appelle des fausses alertes ou de ce qui en suit. C'est un point également qui peut survenir, mais on le prend en considération dans ces aspects. Donc si on peut avoir plus recours à une ventilation naturelle, à une aération, je veux dire ventilation dans le sens de l'ouverture, pour qu'on puisse avoir ou jouir d'un équilibre de température. Parce qu'en zone chaude, ce n'est pas forcément la température qui est la plus pénalisante, mais lorsqu'on est dans un milieu confiné et qui va permettre un petit peu à ce qu'il y ait plutôt une humidification du milieu, et ça va engendrer une pénibilité du travail au niveau donc de ce milieu chaud. Donc il y a peut-être des moyens pour rabaisser un peu la température. Si maintenant il y a des possibilités pour qu'on puisse peut-être avoir des structures où il y a une interface qui peut jouer le rôle de conduction ou de transmission de chaleur à travers surface interposée et donc transmission de froid, ce qui n'est pas aujourd'hui en technologie, en tout cas, ce que je sache, c'est un peu difficile de parler des climatiseurs. Donc, autant qu'on peut s'en débarrasser, c'est mieux. Maintenant, si un salarié se trouve seul dans un bureau où il n'a pas de contact direct à l'intérieur de cette structure, bah, hormis cette possibilité de température personnelle, il reste un milieu pour lui, il peut l'utiliser. Ça veut dire que ce n'est pas un empêchement majeur. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse. Alors, j'ai une autre main levée. Alors, il s'agit de Reda Manar. Je vous donne la parole tout de suite. Reda Manar, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Donc vous arrivez à m'entendre. Je remercie On M. vous entend Tarek Saïd. Parfait. Je remercie notre docteur et mon ancien enseignant. Ma question, c'est comment peut-on tirer le leçon du respect du port de masque qu'on a vu chez la population? Comment on peut tirer cette leçon-là sur le respect du port des EPI chez les entreprises marocaines? Et aussi, une autre question, comment peut-on motiver les employés à ce qu'ils participent au système de management de l'ASST et changer leur vision qu'ils ont déjà sur l'ASST en tant que contrainte du temps et blocage et tout ça? C'est une question un peu ouverte et grande, mais je cherche juste les lignes directrices. C'est bon. J'espère que j'étais clair. Oui, très clair, merci. Donc, pour Merci. revenir un peu la dimension du respect du port de masque, c'est un équipement de protection individuelle. En tout cas, c'est pour cela que j'ai parlé de la réglementation qui préconise l'équipement de protection individuelle. Donc, l'équipement, il peut être considéré comme équipement pour soi-même, c'est un équipement de protection individuelle, mais vis-à-vis des autres, donc c'est un équipement de protection collective, ou du moins pour le petit entourage qui peut exister dans l'endroit. Donc ça, c'est un équipement tel qu'il est prévu, et puisque aujourd'hui la conférence est focalisée sur le système de management, donc le système de management, il prévoit à ce qu'on ait comme on dit, de l'information documentée tout à l'heure, comme on disait, de l'évaluation, comme on dit, de la surveillance, de la mesure, de la performance. Ça veut dire que, également, dans ce cas-là, c'est une prise en charge au même titre que toutes les autres dispositions qu'on met en place
il faut faire aucune distinction, bien au contraire, parce que la disposition n'est pas prise en valeur par rapport à sa nature, mais plutôt par rapport au risque pour lequel elle est destinée. Et comme nous sommes là face à un risque majeur, ben, il faut que toutes les dispositions soient mises en place vers le risque majeur. Bon, maintenant, ça fait un lien avec la question suivante, parce que j'allais dire que comme c'est un risque majeur, il ne faut pas oublier que l'article 293 du Code du travail, il prévoit que si les dispositions qui sont mises en place conformément à l'article 289 ne sont pas respectées, ben, ils peuvent exposer le salarié à des mesures de sanction allant jusqu'à le licenciement sans indemnité. Donc, ça veut dire que dans le cas spécifique au niveau de l'entreprise, si les dispositions sont mises en place, les salariés sont bien sûr sensibilisés et informés selon les dispositions de l'article 289, ils vont s'exposer non seulement au risque qu'ils courent pour eux-mêmes et pour leurs collègues en termes donc d'infection, mais il y a également la perte d'emploi qui peut les guetter. Donc, il faut qu'il y ait cette sensibilisation dans ce sens-là. Maintenant, ces salariés, il ne faut pas quand même qu'on les pointe comme étant le maillon faible ou comme étant le bouc émissaire sur lequel on va tout fixer. Bien au contraire, c'est une partie prenante et un système qui n'arrive pas à faire des représentants des salariés et des salariés eux-mêmes une partie prenante, ça veut dire que tout simplement, c'est un système qui n'a pas encore acquis la maturité nécessaire. Et dans ce cas-là, il faut se lancer d'abord dans le dialogue. Et le dialogue, il a été toujours un moyen qui rapproche les points de vue. On a toujours dit que la santé et sécurité au travail, c'est le domaine qui permet peut-être même la résolution d'autres problématiques et dans d'autres situations. Et comme la norme exige à ce que les représentants des salariés soient représentés dans les structures, comme la loi, déjà de par le comité de sécurité et hygiène, elle exige qu'ils soient informés, qu'ils soient intégrés, qu'ils soient partie prenante. Donc, il faut user de tous ces outils réglementaires pour les faire participer dans une cause qui, avant tout et après tout, c'est une cause qui nous concerne tous et qu'ils sont les premiers bénéficiaires. Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en considération et il faut le travailler. Il faut faire le travail. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je reviens vers Alaoui comme ça pour... Attends, j'avais pas fait attention à mon micro. Alors, il y avait une petite intervention, je crois, de monsieur Haddad. Il avait levé la main, puis il l'a baissé. Je ne sais pas s'il veut encore intervenir. Haddad, si vous voulez encore intervenir, merci de lever la main encore une fois. Alors, en attendant, on va prendre... Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, je donne la parole à Haddad. Monsieur Klim et Bati Klima, je crois qu'il a... La parole est à vous, Haddad. 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 Oui, pardon. Bonjour tout le monde. Bonjour Haddad. Est-ce que vous m'entendez? Ça va très bien, parfaitement. Merci, c'est Alaoui, je vous remercie infiniment. Un grand merci à notre maître Si Saïd, c'est vraiment très lumineux, hein? Ça nous éclaire toujours notre chemin. Moi, rapidement, pour dire aujourd'hui, est-ce que le conditionnement d'air pose problème? C'est vrai, il n'y a pas eu des études dans le passé, mais nous, sur le plan expérimental, lorsqu'on a l'hiver, le virus dans un call-centre, lorsqu'il circule automatiquement, les autres, ils risquent de tomber malades. Pourquoi? Parce que la climatisation, c'est un transporteur de virus. Hein? Et c'est simple. Aujourd'hui, la densité de l'air chaud, il monte en haut. Et lorsqu'on a une climatisation centralisée, il y a une reprise dans l'ambiance qui va être transférée dans le système de climatisation. Bien sûr, il va être filtré
mais avec des filtres basse efficacité. Donc, il va être refroidi, c'est vrai, mais il ne va pas être stérilisé. En plus, s'il y a le manque des filtres haute efficacité, automatiquement, par pression, il va être soufflé dans les autres locaux, hein, et dans l'espace d'ambiance où ça se trouve tout le monde. Et automatiquement, le risque, il est présent. Maintenant, peut-être dans les responsables de PCA, ils ne prennent pas ça en considération. La première des choses, peut-être, il faut désinfecter le système de climatisation dans sa profondeur. C'est très important. Et puis, encore mieux, il faut, pour s'assurer, mettre, pas infiltrer, pas parce que ça ne va pas tourner avec le ventilateur basse pression. L'air, il ne va pas sortir, il va être bloqué. Mais il faut absolument intégrer un dispositif dans la conduite de la climatisation pour stériliser l'air à travers des lampes germicides ou des filtres électrostatiques. Et comme ça, on peut assurer un bon fonctionnement, une climatisation de confort et ne pas contaminer l'ambiance. Voilà. Merci beaucoup. Et je rappelle, comme Sahadat, je le connais, aux personnes qui ont entendu son intervention, c'est un expert en climatisation, donc il est dans son domaine. Donc moi aussi, j'apprends de lui. Pour le traitement, j'ajoute un tout petit point qui a été soulevé et je sais qu'il en a parlé, c'est que pour les laboratoires qui sont classés, des laboratoires P3, P4, ils utilisent des moyens de clim justement qui ont des moyens de filtration spécifiques, mais je pense que là, ça devient un équipement très cher et ce n'est pas en tout cas l'objet des climatiseurs, comme il l'a dit Sahadat tout à l'heure. Et donc, la transmission, c'est vrai qu'on parle que c'est un germe qui n'est pas aéroporté, lorsque le circuit peut-être se passe dans la canalisation, si on part du principe que c'est un circuit qui peut être un peu limité dans la dimension qui est utilisée, il se peut que ce virus puisse être un peu encore en phase d'infestation, mais globalement, ce qu'on craint, c'est surtout les conditions de transmission interhumaine et surtout par rapport aux personnes rapprochées. Mais c'est un élément fondamental à prendre en considération. Toutefois, moi, je dirais, est-ce que l'effet ventilation de la climatisation, malgré le changement des filtres et l'application des mesures décrites par Sahadat, est-ce que cela pourrait prévenir la propagation du virus par simple transportation à travers la ventilation, sans pour autant que l'air soit filtré? Vous avez tout à l'heure donné l'exemple d'un éternuement, d'un cas d'éternuement. Dans ce cas-là, l'air, l'éternuement ne va pas passer à travers les systèmes de filtration. Il sera tout simplement, transmis juste par l'effet ventilation. C'est ça? Oui. D'abord, pour vous dire, maintenant, on est rentré dans une phase d'échange. Ça veut dire que je ne me permettrai pas de répondre à toutes les personnes comme étant c'est moi qui détiens le savoir. Donc, c'est un partage, tout le monde bénéficie des échanges et les personnes présentes, c'est à eux de voir un peu ce qu'ils peuvent prendre d'un côté comme d'un autre. C'est une chose qui est encore très complexe parce que on a d'abord, quand on parle de l'effet ventilation, on a la ventilation qui va avoir un volet aspiration, donc là, rentrer dans la canalisation et puis ressortir, et quand elle ressort, pas forcément l'air qui a été aspiré de notre local qui nous revient. Donc, on se peut qu'on ait une autre forme d'air qui est venue d'un autre local où il y a peut-être une personne malade. C'est ça ce qu'a soulevé Sahadat tout à l'heure en disant que oui, la clim peut servir de transport. La deuxième, moi, dont j'ai parlé, c'est l'air du ventilateur lorsqu'on est déjà présent dans un endroit où on a la clim en marche. Eh bien, cet air
elle a un double effet. Elle a l'effet que vous avez soulevé maintenant, ça veut dire qu'elle peut servir de dissémination, de dissipation, c'est-à-dire que d'éloignement, d'autant plus que si l'air peut être capté par la suite à l'extérieur, donc elle peut avoir cet effet protecteur effectivement, comme elle peut avoir un effet accélérateur de l'infection, parce que si je suis dans le champ de la transmission de l'air, et dans lequel cas, tout ce que la personne aura éternué, eh bien, il va me venir en plein visage. Donc ça dépend des mécanismes, de l'air, comment il est, c'est un fluide, c'est un déplacement, c'est un milieu. Donc la chose, elle est énormément complexe. Nous, on ne fait que lui dire des choses. Seulement si on part du principe de Murphy par rapport à la gestion des risques, on se dit que écoutez ceux qui ont les fantasmes les plus, je dirais, incorrects, mais qui vous protègent, plutôt que d'aller vers des explications qui peuvent vous donner un peu plus d'assurance, mais malheureusement, vous pouvez payer cher un peu votre confiance. C'est d'ailleurs ce que je ne cesse de dire pour un médecin. Vous savez, là, nous, médecins, nous avons une particularité, c'est que nous pensons pessimistes et nous agissons optimistes. Quand vous me dites que vous avez un problème de telle ou telle chose, moi je ne pense que cancer, qu'aux maladies les plus graves, qu'aux difficultés de santé les plus méchantes. Donc je pense comme ça. Un médecin, il ne pense que comme ça. Il élimine d'abord les problèmes. Mais face aux malades, on ne va pas dire que parfois ce qu'on voit dans certaines communautés aujourd'hui, attention, vous avez ceci ou cela comme un excès de zèle. Vous avez le droit de comprendre. J'ai l'obligation de vous clarifier les choses, de vous les expliquer, mais je dois afficher un ton optimiste, je dois afficher un langage optimiste. Vous voyez un peu la nuance. Exactement, docteur. Merci beaucoup en tous les cas. Je prendrai une question depuis Facebook. Alors, on a Fatiha Ahdaf qui demande comment peut-on évaluer l'aptitude dans ces conditions, vu que les moyens de protection pour le moment ne sont pas à disposition. Merci beaucoup. J'en profite avant de vous donner la parole, professeur, docteur Saïd. J'ai un commentaire ou une question et je lance appel à M. Abrar Jobmed. S'il s'agit d'une question, je lui demande de la reformuler s'il veut bien, parce que je n'arrive pas à lire la question. Merci beaucoup. C'est Abrar. La parole est à vous, docteur Saïd. Merci beaucoup. Merci. Docteur Ahdaf, je la connais, donc elle est médecin du travail et elle manque aucunement de compétences. Donc la question, je réponds telle qu'elle l'a posée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne pose pas la question pour dire comment on fait pour l'aptitude médicale, dans le sens comment on peut parler de l'aptitude médicale. Elle est médecin, elle sait faire. Mais plutôt, c'est l'interrogation de dire que comment voulez-vous qu'on parle d'aptitude médicale et qu'on va justement considérer ces gens comme aptes dans ce lieu de travail si jamais ils seront déjà décapités de ces moyens et d'équipements de protection. Donc, ça veut dire que le médecin, il est dans une situation embarrassante parce que d'un côté, il peut justement estimer qu'une personne, elle peut travailler, mais d'un autre côté, et là, c'est une autre paire de manches de la prévention, parce que la prévention, comme on a toujours dit, c'est une problématique qui est multi-acteur, où il y a beaucoup d'intervenants et chacun doit assumer sa responsabilité. Donc, le médecin, il est responsable de certains maillons de cette chaîne. Le maillon santé d'abord des personnes, le maillon relatif au conseil, relatif à la vérification des conditions d'hygiène et relatif à sa contribution au niveau du comité de sécurité et hygiène, mais ceux qui ont la charge de mettre à disposition les équipements, de veiller à leur utilisation, et donc au nom de l'employeur, bien sûr, qui est l'ultime responsable, eh bien, ces gens-là, ils doivent s'assurer de ces conditions. Par contre, si le médecin, lors justement de son inspection, si le temps permet des inspections rapprochées, et surtout pour des structures rapprochées, parce qu'il y a des médecins qui peuvent avoir des sites comme l'entreprise peut être multisite. Dans ce cas-là,
si l'inspection, ou même ceux qui peuvent faire l'inspection lors des tournées, ils voient bien que les conditions d'équipement ne sont pas respectées, eh bien, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour que le salarié respecte les conditions si lui, il ne les respecte pas, et pour qu'il soit doté. Autrement, il y a l'inspection du travail qui peut intervenir si l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations. Merci, docteur Saïd. Alors, une question, mais qui n'est pas vraiment en liaison avec les normes ISO 45001. Elle nous vient de Mustafa Shahidi. Alors, est-ce que vous voulez prendre d'abord la question ou on se contente des questions qui sont en liaison avec les normes? Ben, on écoute de la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas répondre aux questions que je ne connais pas. Donc, ça ne sera pas... Si je dis non, c'est que je ne sais pas, c'est sûr. Donc, je vous transmets la question. Il dit merci, docteur Tariq, de clarifier le cas d'un salarié qui est infecté par COVID-19 dans les locaux de travail. Ce cas sera pris en charge par l'employeur comme maladie professionnelle ou un AT. Alors, c'est dans l'exposé, je l'ai déjà clarifié ce point. Parce que je disais que déjà la maladie professionnelle, elle a été bien cadrée par la réglementation. C'est que à partir de 1943, on est parti sur la présomption d'origine du travail, mais on a posé des conditions qu'il fallait satisfaire. Et lesquelles conditions? Elles sont clarifiées dans une série de tableaux, dans une série de listes qu'on appelle les tableaux de maladie professionnelle. Et il faut s'assurer que les conditions requises sont satisfaites ou pas. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas un tableau relatif à cette infection, donc on ne peut pas se prononcer rapidement, sauf pour le personnel de la santé, si on peut faire un rapprochement. Mais c'est un élément qu'il faut prendre un peu avec précaution, avec pincette, d'autant plus que j'ai entendu dans des webinaires avant celui-là qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la santé et à la sécurité au travail et qui ont dans l'ensemble clarifié que comme quoi ça ne fait pas partie aujourd'hui des tableaux. Donc, je ne peux pas m'aventurer pour excès de zèle et dire que non, c'est ceci ou cela. Donc, moi, je suis un peu sur cette vision que partagent pratiquement les personnes qui ont intervenu avant moi sur ce sujet-là. Et la deuxième chose qui a été soulevée, c'est que l'accident de travail, là aussi, il n'y a pas l'effet soudain, parce qu'on ne peut pas. Bon, maintenant, si toutes les conditions sont requises, si une personne elle a été testée négative, et si lors de son travail, avec témoins présents, qu'une personne elle a éternué, et peut-être même on peut voir des traces un petit peu de cette projection sur le visage, dans ce moment-là, on peut noter et on peut suivre s'il y a une séroconversion, la légitimité d'un accident de travail peut être demandée, sachant que, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que la personne doit porter ses équipements de protection. Donc, ça ne va pas quand même faciliter un peu la chose. Et il faut prendre la distance par rapport à ces personnes. Et donc, il faut que toutes les mesures soient prises. Mais maintenant, la caractérisation en tant que maladie professionnelle ou accident de travail n'est pas systématique. Ça veut dire que, parce qu'il y a, de toute façon, il n'y a jamais eu de précédent d'infection similaire. Mais en tout cas, même si aujourd'hui il se peut qu'il y ait des plaintes, c'est le tribunal qui va rentrer là-dedans en jeu et c'est lui qui a bien sûr l'attitude de caractériser ou de décider si c'est une maladie professionnelle ou pas. Le médecin du travail, son rôle, ce n'est pas effectivement d'aller dans ce sens, mais c'est plutôt tout mettre en œuvre avec l'entreprise avec laquelle il est engagé pour qu'il n'y ait pas ni accident ni maladie. Merci, docteur Tariq Saïd. Est-ce que vous souhaitez prendre d'autres questions? On en prend une dernière? C'est vous qui décidez. Oui. Alors, une dernière, elle nous vient de Sarah Ilyes. Alors, bonjour docteur, merci de votre présentation. Merci de m'éclairer et me donner plus d'explications. Comment peut-on intégrer le Covid dans les enjeux? Alors, Sarah, si vous pouvez être plus clair sur les enjeux, sinon, docteur Saïd, la parole est à vous.
Alors, vous savez que la norme, la 45001, c'est sa première édition dans le cadre de la série des normes ISO. Ça veut dire qu'elle fait suite à une norme qui n'était pas une norme ISO. Et d'ailleurs, le British Standard qui a élaboré l'OSAS 18001, ce sont eux qui ont élaboré la 45001, ou du moins, ils étaient un peu le chef de file de la mise en œuvre de cette norme. Alors, cette norme, pourquoi je dis ça? C'est que la 45001, elle est venue se greffer sur une culture de normes qui a déjà existé et qui a mis en place un canevas qu'on appelle le HLS, qui est le plus haut niveau de structuration des normes, lequel il prévoit un peu certaines choses. Donc, la dimension d'enjeu, elle a été plutôt rattachée à la qualité. C'est dans le cadre de l'analyse stratégique que nous devons mener en mettant en place un peu un dispositif qui nous permet de bénéficier du benchmark et de ce qui se passe, qui nous permet d'étudier le marché, qui nous permet d'étudier le projet, et donc voir quels sont les enjeux qui vont être tantôt tantôt à l'inverse, un peu une difficulté pour l'atteinte de notre projet. Et bien donc là, en santé et sécurité au travail, on se sert également de ce genre d'outils et on va, notamment les gens utilisent l'outil SWOT comme un outil qui va identifier ces enjeux. Et on parle d'enjeux internes et enjeux externes, aux facteurs internes et facteurs externes. Et là, on va identifier les facteurs internes, ce sont les points forts et les forces et les faiblesses. Et dans les enjeux externes, c'est lorsqu'on parle d'opportunités et de menaces. Donc là, ces opportunités et ces menaces, mon objectif pour les gens de la qualité, c'est le produit, c'est le développement du produit. Donc, ils vont chercher les enjeux qui vont aider au développement comme ils vont un peu faire obstacle. Et bien, pour moi, comme mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'atteinte de la santé, c'est qu'il n'y ait pas d'accident de travail, c'est qu'il n'y ait pas de maladie professionnelle. Donc, tout ce qui est en mesure d'entraver le volet, il va être considéré comme un enjeu. Et bien donc, ça veut dire que je reviens vers les enjeux, et là, je réponds par rapport au Covid, c'est que je me dis, à titre d'exemple, d'ailleurs, pour vous dire, l'analyse stratégique, ce n'est pas un travail d'une personne. Quand vous voyez quelqu'un vous dire, moi, j'ai fait l'analyse stratégique tout seul, sachez bien qu'il ne comprend rien en analyse stratégique. Parce que l'analyse stratégique, d'abord, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de recoupement d'un ensemble de données, d'un ensemble d'idées et d'un ensemble de paramètres. Et c'est un dialogue, c'est un échange. Et donc, ça va dans ce sens. Mais pour que je puisse prendre dans les enjeux, à titre d'exemple, supposons que j'ai un client avec lequel l'entreprise fait un chiffre d'affaires qui est bien avancé, mais ce client, malheureusement, il y a un peu une organisation qui peut avoir la possibilité à ce qu'il y ait une transmission de l'infection pour nos salariés. Et bien là, c'est un enjeu de cette activité parce que je mets en considération la présence de ces salariés dans cette structure-là qui, ma foi, peut être une structure. Par exemple, j'ai une convention avec un transporteur en commun, lequel transporteur, moi, je suis l'entreprise qui va assurer une prestation à l'intérieur d'un moyen de transport pour lui. Donc, si mes salariés seront contraints d'être présents sur le lieu de travail, eh bien, l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre en considération comme quoi le Covid est une menace à notre santé et sécurité au travail dans le cadre de l'activité que nous menons. La même chose, parmi les enjeux, supposons que j'ai déjà un système de management. Le fait que j'ai un système de management, c'est un enjeu majeur qui me permet justement d'affronter et le Covid et autre chose. Donc, je vais poser le fait que je dispose d'un système de management, c'est un enjeu qui va me permettre justement d'affronter. Donc, je fais en sorte que le Covid soit transposé en mon objectif et je vais voir tout ce qui est en faveur et ce qui ne l'est pas. On parle des syndicats. Par exemple, les syndicats, je peux avoir un climat social qui est structuré au niveau de l'entreprise avec une entente et avec des accords qui sont passés dans le cadre éventuellement d'une convention collective. Et bien ça, c'est un enjeu qui va me permettre à ce que les salariés adhèrent beaucoup plus pour qu'il y ait le strict minimum, je dirais un petit peu, d'efforts supplémentaires par l'entreprise parce qu'on a
peut-être parcourir l'essentiel et on l'a déjà fait. Donc ça, c'est des enjeux que je dois mettre en place, mais toujours versus mon objectif qui est la sécurité des personnes dont j'ai la charge. Merci, docteur Saïd, pour votre réponse. Alors, une autre question, une toute dernière, cette fois-ci. Elle nous vient de Najia Hmidan. Alors, elle pose sa question à propos de la responsabilité du médecin de travail pour le maintien au travail des sujets vulnérables par l'employeur et par le salarié lui-même. Alors, oui, je passe un bonjour au docteur Najih Hmidan, c'est également médecin du travail. Et s'il est question assez souvent ce genre de questions par certains confrères que je connais, qui sont des personnes très engagées pour la santé et sécurité au travail, ils ne les posent pas forcément pour comprendre, mais plutôt c'est pour contribuer aux conférences pour que la question soit encore clarifiée pour d'autres personnes. Donc ça, c'est un peu une façon, parce que je connais les gens qui ont posé les questions, c'est des gens qui sont assez compétentes pour qu'ils attendent une réponse dans ce contexte spécifiquement. Alors, maintenant, la responsabilité du médecin de travail, d'abord, c'est une responsabilité lorsque la question lui est soumise. Ça veut dire que parce que, supposons que j'ai une communauté de travailleurs, j'ai les dossiers, je suis le garant de cette dimension des salariés. Donc, ça veut dire que je suis responsable envers le salarié pour l'informer de son risque, qu'il soit bien sûr éclairé sur le risque qu'il court. Comme j'ai délivré un certificat d'aptitude suite à une situation où il n'y avait pas ce problème de santé, donc lorsque le salarié me sera soumis à nouveau pour que je puisse me prononcer, là, c'est une nouvelle phase qui va surgir. Bon, maintenant, le problème qui risque de se poser, c'est que lorsque le salarié fait un peu valoir son droit au secret professionnel et ce qui en suit, mais je pense que même dans ces conditions, le médecin de travail peut recourir au médecin inspecteur du travail pour l'informer, parce que tu sais très bien que la personne, elle court un risque, et en cas de risque imminent, il y a, c'est vrai que dans la réglementation marocaine, c'est à travers le tribunal qu'on peut faire passer ces éléments-là, mais pour le médecin du travail, il a l'inspection, le médecin inspecteur du travail, lorsque le salarié s'obstine à travailler malgré qu'il court un risque patent. Par contre, si on se contente de l'informer, le médecin de travail n'est pas lui qui va faire la procédure donc c'est-à-dire de la mise à l'écart des personnes de leur travail, parce que lui, il est là pour donner un avis sur l'état de santé, son adéquation avec l'activité, et c'est au chef d'entreprise de prendre les dispositions requises pour que la personne bénéficie de ses droits les plus légitimes. Merci beaucoup. Alors moi, je rejoins vos amis, tous les médecins de travail qui ont contribué à poser leurs questions. Et c'est peut-être que tous ensemble, on ne se lasse jamais d'entendre vos explications. C'est pour cela que vous recevez certainement des questions de vos confrères. En tous les cas, c'était un très grand plaisir de co-animer cette intervention avec Dr Tariq Saïd. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis Facebook. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur Zoom, qui ont contribué en posant leurs questions. Merci Dr Saïd. Je vous remercie au nom du Club des dirigeants pour tout ce que vous faites d'abord pour le Club des dirigeants et ses membres et pour votre contribution à notre série de conférences et de formations. En tous les cas, on souhaiterait vous voir revenir encore et encore. Merci beaucoup et merci pour tout. Merci à mon tour. Je vous remercie. Je remercie les personnes qui ont pris le temps et qui ont sacrifié certainement un moment de leur temps pour écouter jusqu'à la fin. Et je m'excuse pour certaines omissions et je vous remercie ainsi que les personnes qui sont derrière le club et notamment son président et la commission formation avec CRWC également. Je vous remercie tous et shukran.
Shukran lak, docteur. Merci tout le monde et je vous souhaite une excellente fin de journée. Sahaf Torkom. Merci, au revoir. Au revoir.